Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de Delubal Software. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un webinaire sur l'analyse sismique selon l'Eurocode 8 avec RFEM 6R et RSTAB 9. Donc, pour ce webinaire, je serai donc votre présentateur, Damien Tonnet. Également, tout au long du webinaire, il y aura Monsieur Cosma Seya qui sera présent et qui pourra répondre à vos questions. Donc, au niveau des questions, vous pouvez les poser via le chat dédié de GoToWebinar, en posant vos questions directement ici. Vous retrouverez également la partie réglage des paramètres audio si besoin. Et si vous avez un seul écran, n'hésitez pas à réduire la fenêtre pour réduire la zone du panneau de contrôle de GoToWebinar. Si vous avez des questions et que vous les avez oubliées de les poser lors du webinaire, vous pourrez toujours les poser, les envoyer par mail à info@delubal.fr. Donc au niveau de ce webinaire, on va avoir différents points sur la partie analyse sismique. Dans un premier temps, on va regarder comment on peut traiter la partie analyse modale sur un exemple de structure. Donc là, sur le logiciel de calcul RFEM6, donc le logiciel de nouvelle génération de calcul aux éléments finis de Delubal Software. On regardera dans un second temps l'analyse sismique sur la base d'un spectre de réponse. Ensuite, on passera sur la partie résultats. On verra les résultats qu'on peut exploiter pour la vérification des éléments structuraux. Donc, comment on peut effectuer des vérifications sur les parties bois, acier ou béton ou autres. Et on regardera aussi les résultats qui peuvent être récupérés. Et puis, on finira sur la partie documentation des notes de calcul que l'on peut éditer au niveau de RFEM. OK, donc je vais passer maintenant sur l'interface du logiciel et on va donc pouvoir, voilà. Donc ici, on est sur le logiciel RFEM 6. Donc j'ai déjà un modèle ici de structure. Vous pourrez retrouver ce modèle-là sur le site de Delubal pour le télécharger à la suite du webinaire. Au niveau de l'interface de RFEM 6, avant de commencer l'analyse sismique, on a eu de nombreuses améliorations au niveau de l'interface du logiciel par rapport à RFEM 5. Donc, on a notamment restructuré la partie navigateur ici, que ce soit pour la partie navigateur de données, la partie affichage ou réglage des vues et visibilité. On a également restructuré la partie tableau. On va le voir notamment au cours de ce webinaire avec différentes rubriques pour le tri des tableaux possibles, ici avec les listes déroulantes. Ici, on retrouve également le panneau de contrôle qui s'affiche ici avec des codes couleurs par rapport aux matériaux et par rapport aux épaisseurs ici de nos surfaces. Donc, on est sur une structure en béton avec dalles et voiles béton. Et puis, on a également ici des poteaux en béton. Donc là, on retrouve la référence matériaux, les références ici sur les épaisseurs. Et donc là, ici, le panneau qui est lié à des réglages de code couleur au niveau de l'affichage du modèle. OK, donc on va pouvoir commencer et ici s'intéresser donc à la partie analyse modale. Donc pour pouvoir faire l'analyse modale de la structure, on va devoir venir activer les modules. Donc, contrairement à RFEM 5, où on avait des modules qui étaient tous répertoriés dans le navigateur, ici à la fin, ici sur RFEM 6, on a eu un grand changement sur cette partie-là afin d'intégrer au mieux directement les modules dans l'interface du logiciel et qu'ils soient directement intégrés dans l'interface et non pas avoir des fenêtres différentes à ouvrir à ce niveau-là. Donc là, on va aller activer le module. Donc, on va aller dans les données de base. Donc là, vous retrouvez les données de base. Alors, on a déjà traité cette partie-là dans les précédents webinaires, donc on ne va pas trop s'attarder sur cette partie-là, mais vous pouvez déjà voir qu'on a des nouveaux onglets supplémentaires, notamment donc la partie module, où là, on retrouve tous les modules que vous pourrez activer, et en fonction de ce que vous activez, vous avez des options, des paramètres qui vont s'activer dans l'interface du logiciel.
Donc là, ici, je vais dans un premier temps m'intéresser à la partie analyse modale. Donc, je vais pouvoir venir l'activer ici et je vais pouvoir passer dans la partie normes. Dans la partie normes, donc j'ai le choix des normes pour la partie gestion des combinaisons et de l'assistant de charge. Donc là, ici, je vais rester avec l'Eurocode 0, l'Eurocode 1 pour les charges et les références à l'annexe nationale de la France. Si besoin, on peut changer, hein. Vous avez la possibilité de changer l'annexe ou bien la norme de référence. Et dans la partie 2, on va retrouver la dernière rubrique qui est dédiée à la partie analyse dynamique, où là, on va pouvoir sélectionner les normes qui seront liées à la partie analyse dynamique. Donc là, ici, on retrouve différentes normes internationales. Aujourd'hui, nous, on s'intéresse à l'Eurocode 8, donc on va passer sur cette partie-là avec l'Eurocode 8. Ici, on retrouve également les annexes disponibles pour cet Eurocode. Donc après, si vous avez différents projets, vous pourrez très bien ici travailler. Vous avez accès avec le module, les différents modules, accès à différentes normes. Donc là, avec la partie analyse dynamique pour l'analyse modale et l'analyse spectrale multimodale, vous avez vraiment accès à toutes ces normes-là. Donc là, vous pourrez les utiliser pour aussi des projets sur le plan international. Que ce soit pour cette partie-là, ou bien on verra aussi sur les autres modules de vérification, acier, béton, bois, etc. Ici, on reste avec cette configuration-là, Eurocode 8 et l'annexe de la France, et on va pouvoir continuer. Donc je valide par OK. Et ici, alors, on peut voir qu'on a une nouvelle rubrique qui vient de s'activer avec une rubrique dédiée à la partie paramètres pour l'analyse modale. On verra ici, on va passer dessus, on va pouvoir effectuer des réglages pour notre analyse modale. Donc juste avant, au niveau du modèle, on a ici 5 cas de charge. Un premier cas de charge qui correspond au poids propre de notre structure, au poids propre des éléments. Un second cas de charge, une charge par exemple ici de finition, ou une charge de poids propre de finition, une charge permanente appliquée par exemple ici aux dalles de la structure, au plancher. On a ensuite des charges d'exploitation, des charges imposées. Ici, une charge imposée au niveau de la terrasse, ici, du dernier niveau. Et puis, une dernière charge qu'on a définie, une charge de neige. Donc là, on va pouvoir venir dans les cas de charge. Et donc, à présent, dans RFM6, pour créer une analyse modale, on va passer par la création d'un nouveau cas de charge, ici, de type analyse modale. Et on va pouvoir aller dans les paramètres de l'analyse modale. Donc, on a ici 2 paramètres déjà prédéfinis, on pourra en créer d'autres. Et là, on va aller voir les paramètres. Donc, au niveau des paramètres de cette analyse modale, on va retrouver une première option pour choisir la méthode de détermination du nombre de modes propres à calculer. Donc là, on peut laisser défini par l'utilisateur. Donc là, ce sera vous qui renseignez le nombre de modes propres que vous souhaitez lancer au calcul. Ou bien vous pouvez passer en automatique. Et là, vous précisez une fréquence propre maximale à atteindre. Et donc là, le logiciel va déterminer automatiquement le nombre de modes à calculer jusqu'à atteindre cette fréquence-ci. Nous, on reste sur la partie définie par l'utilisateur. Vous avez la possibilité aussi de choisir la méthode pour la résolution des valeurs propres. Et ensuite, vous avez ici une partie pour régler la partie matrice. Donc, vous pouvez choisir le type de matrice. On va retrouver les matrices constantes, matrice diagonale. Vous pouvez ensuite ici préciser les éléments de la matrice à prendre en compte au niveau des masses. Donc les masses en translation dans les directions X, Y, Z, en rotation autour de X, Y, Z. Donc là-dessus, on va laisser dans un premier temps tel quel les réglages. Et vous avez une autre option ici qui vous permet de calculer les modes qui seraient au-delà d'une certaine fréquence. Donc si besoin, vous pouvez cocher cette option. On va aller dans les paramètres. Ici, dans les paramètres, on va pouvoir retrouver les réglages sur le type de conversion des masses. Donc là, on va rester, nous, avec des composantes des masses, les composantes de masse dans la direction Z par rapport aux charges, donc à ce niveau-là.
Et vous avez différentes options également à choisir si besoin pour la conversion des charges en masse au niveau du modèle. Ici, on va aussi pouvoir négliger des masses si besoin. Donc on reviendra dessus par la suite, mais on va avoir la possibilité de négliger aucune masse, de négliger toutes les masses qui sont au niveau des appuis nodaux et appuis linéiques, ou bien de définir soi-même les éléments, les masses à négliger au niveau du modèle. Donc ça, on va regarder justement cette partie-là un peu plus tard à ce niveau-là. Ok, donc là je reste avec ces réglages par défaut, je valide. Et puis ensuite, on va pouvoir venir choisir le cas de charge ou la combinaison que l'on va utiliser pour notre analyse modale. Donc ici, nous, on va rester avec le CC1 du poids propre de la structure pour faire un premier test de calcul et on va pouvoir lancer le calcul. Ok, donc soit je peux lancer le calcul directement ici, soit je peux valider. Ici, on peut voir qu'au niveau des cas de charge, on a un petit code couleur pour différencier notre analyse modale. Donc au passage, j'aurais pu la renommer également analyse modale. Mais ici, on peut voir qu'on a un code couleur rouge pour nous informer qu'ici, on est sur un cas de charge spécifique différent des autres. Et donc là, le carré rouge nous indique ici que nous sommes sur une analyse modale. OK, je vais pouvoir lancer le calcul de notre analyse. Donc, oui, et donc on va calculer les modes. Donc là, on va avoir 4 modes qui vont être lancés au calcul avec, on retrouve là la méthode d'analyse de Lanczos. Et on va avoir donc là au passage, on peut voir qu'aussi sur la partie calcul, ça a changé. On a aussi les temps de calcul et des estimations de temps de calcul qui sont disponibles. Et donc ici, on retrouve nos modes. Donc au niveau de l'affichage des modes et de la consultation des résultats des modes, ici, donc on peut déjà voir que dans la partie résultats, on peut directement ici choisir ici les modes à afficher avec les fréquences propres d'afficher également. Donc je peux passer à ce niveau-là pour visualiser. On va aussi après avoir la possibilité de jouer sur les affichages ici au niveau des directions pour l'affichage des déplacements au niveau des modes. Et ici, on va retrouver les résultats dans les tableaux. Donc, on retrouve les fréquences propres avec chaque mode, les valeurs propres, les fréquences angulaires, fréquences propres et périodes propres. On a ensuite un onglet avec toutes les masses modales effectives. Donc là, on retrouve tout de suite le pourcentage de masse excitée, mobilisée, et donc du coup les pourcentages de masse mobilisés au total au niveau des 4 modes calculés. Et là, on retrouve les coefficients qui vont être utilisés par la suite quand on va vouloir faire le tri, notamment au niveau des modes, pour garder que les modes qui nous permettent d'atteindre les 90% et que les modes qui mobilisent plus de 5% des masses. On a ensuite les facteurs de participation et ici les masses dans chaque point de maillage du modèle. Donc ici, on peut les visualiser dans les tableaux. Alors après, ça reste ici, on a beaucoup de nœuds points, donc ça peut être une quantité de données importante à contrôler ou à visualiser directement dans les tableaux. Donc pour cela, on va pouvoir les visualiser dans le modèle. Donc ici, on va pouvoir ici passer sur l'affichage des masses. Donc, par exemple, alors ici, si on souhaite, on a le maillage qui est affiché, on a aussi les nœuds qui sont affichés. Alors après, si on le souhaite, on va pouvoir masquer les nœuds si besoin. Également, masquer le maillage si on souhaite alléger un peu la vue. Je reviens sur mes résultats et ici, on va pouvoir visualiser les masses. Donc, on a une nouvelle fonction, masse, qui va nous permettre ici de visualiser la modélisation des masses du modèle en chaque point. Donc si je remets le maillage EF, alors je vais juste passer en filière ici.
au niveau de mes surfaces, on voit que du coup, à chaque intersection de points du maillage, on a les masses qui sont modélisées. Ici, les masses, on peut aussi visualiser leur intensité, ici, les valeurs de chaque masse. Donc, on a la possibilité de visualiser graphiquement maintenant dans RFM6 les masses représentées dans le modèle. OK. Donc, ça va nous permettre aussi également, lorsqu'on va vouloir jouer sur, par exemple, avec les options qui vous permettent de négliger les masses, de voir tout de suite si les masses sont prises en compte ou pas. Et donc, de contrôler rapidement si on n'a pas oublié de désactiver certaines masses. Par exemple, si on a un radier qui peut mobiliser beaucoup de masse au sol, ou bien des parties enterrées, des souterrains, des sous-sols, une partie infrastructure qui serait par exemple à négliger au niveau des masses pour l'analyse sismique, puisque nous, ce qui nous intéressera, ce sera la partie au-dessus du sol. Donc là-dessus, on pourra tout de suite voir si on a besoin ou si on a bien désactivé toutes les masses non utiles au modèle. Également, ça va nous permettre aussi de visualiser les masses que l'on vient rajouter dans le modèle. Donc là, tout de suite, je vais déjà vous montrer du coup la fonction qui va permettre de désactiver les masses et on va voir que les masses vont disparaître. Donc, je vais retourner dans le cas de charge, CC8, dans les paramètres de notre analyse modale. Et ici, je vais demander du coup à négliger les masses d'une surface. Et donc là, je vais prendre la surface, par exemple, du dernier niveau, ici. OK. Oui. Et OK. Donc, je vais relancer le calcul. Et là, on va voir que les masses de notre dernier niveau ne seront plus affichées. À ce niveau-là. Donc là, au niveau du calcul, on a un seul cas de charge qui est calculé, donc on a un seul cœur du processeur qui calcule. On verra par la suite que on peut voir les différents cœurs travailler dans RFM6 lors de la résolution des calculs. Donc ici, par exemple, si on zoome, on peut voir qu'on a bien les bases modélisées sur les différents planchers et que notre dernière surface ici, notre dernière dalle béton, on n'a plus de masse modélisée, donc plus de masse considérée dans notre analyse modale à ce niveau-là. Donc tout de suite, on pourra contrôler cet aspect-là au niveau des masses grâce à cette représentation. Aussi, au niveau de RFM6, si on a besoin de rajouter des masses au niveau du modèle, par exemple, il y a des machines ou autres, ou des éléments qui ne seraient pas modélisés, on va pouvoir rajouter des masses au niveau d'un nœud, au niveau d'une ligne, d'une barre et au niveau d'une surface. Donc ça, là-dessus, dans chaque type de cas de charge, charge nodale, linique, charge de barre et charge surfacique, on va retrouver l'option définition d'une masse. Donc là, je vais prendre par exemple une charge nodale. Et ici, au niveau du type de charge, on va pouvoir dire qu'on est sur un type masse. Et là, on va pouvoir définir une masse, par exemple 20 tonnes. OK. Et je vais pouvoir venir l'appliquer à un nœud du modèle. Par exemple, je la positionne ici. Et tout de suite, on peut voir la représentation de cette charge, donc de cette masse, dans le modèle. Donc ça, c'est une nouvelle fonction aussi. Vous pouvez tout de suite visualiser les masses que vous rajoutez au niveau du modèle. Graphiquement, vous pouvez tout de suite les voir. Et également, si besoin, rapidement venir la modifier ou les copier à d'autres endroits. Directement en faisant, par exemple, une sélection et en glissant tout en maintenant la touche contrôle, vous copiez également les masses. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles maintenant dans RFM6 à ce niveau-là. OK. Nous, maintenant, on va s'intéresser, on a vu comment faire une analyse modale. Nous, maintenant, on va s'intéresser à faire une analyse modale qui va nous servir pour notre analyse spectrale multimodale. Donc, on va créer notre combinaison de masses à utiliser dans notre analyse modale. Donc, je vais revenir dans la partie définition des cas de charge et combinaison, ici. Et on va venir modifier, donc ici, on va
laisser cette partie-là. Pour faire des combinaisons, on va venir créer une nouvelle situation de projet. Donc ici, c'est là où vous retrouverez aussi les situations projet ELU, ELS et autres. Ici, on va créer une nouvelle situation et on va passer sur une nouvelle définition au niveau de RFM6 qui correspond à combinaison sismique et qui sont les combinaisons de masse. OK. Ici, je vais pouvoir aller directement dans la partie combinaison de charges et je peux visualiser ici les cas de charge qui sont ici utilisés pour transformer en cas de masse. Et je retrouve ici également les facteurs qui sont pris pour la création de ma combinaison de masse. Donc ici notamment, on a le phi qui joue dans la partie charge imposée au niveau des charges, au niveau des étages. Et donc là, si on veut vérifier cet aspect-là par rapport au facteur phi, au coefficient phi, on peut retourner par exemple dans le cas de charge, le CC3 par exemple, et ici on voit qu'on a une partie paramètres supplémentaires, vu qu'on a activé la partie analyse modale. Et ici, pour ce type de cas de charge, d'exploitation, on a des options, donc notamment choisir si on est sur des charges qui sont utilisées de manière corrélée, pardon, ou qui sont utilisées de façon individuelle au niveau de chaque étage. Donc là, ici, on a aussi la possibilité de voir le tableau avec les différents facteurs phi correspondant aux différents types ou catégories d'actions utilisées dans la combinaison de masse. OK. Donc maintenant, on a notre combinaison de masse qui est créée et on va pouvoir réaliser l'analyse modale. Donc, on va juste modifier notre cas de charge ici et on va lui demander de prendre notre combinaison de masse CO1 pour l'analyse modale. Et on va venir modifier les paramètres de notre analyse. À ce niveau-là, donc on va laisser défini par l'utilisateur. On va juste passer par exemple à 10 ou 12 modes. On va rester sur la méthode de Lanczos. Et puis ici, on va juste changer. On va conserver que les données sur les directions XY ici. OK. Dans les paramètres, on va rien changer ici. Juste désactiver l'option de négliger les masses ici. Et puis, on va faire appliquer. Oui. Donc là, après, vous pouvez également créer plusieurs réglages ici pour les appeler dans les analyses modales que vous souhaitez réaliser. OK. Et donc, de la même façon, s'il y a plusieurs analyses modales à lancer, à créer, vous pouvez créer plusieurs cas de charge qui seront des analyses modales. OK. Je peux lancer le calcul ici de l'analyse modale sur la base de ma combinaison. Et donc, on va maintenant pouvoir voir si déjà on a au niveau des facteurs de masse modale effective, si on mobilise déjà plus de 90% de la masse, si ce sera suffisant à 12 modes. Donc là, les masses, on peut peut-être les masquer. Je peux revenir avec l'affichage, si on le souhaite, des résultats, des déformations au niveau des modes. Bien sûr, quand on passe également, alors je ne vous l'ai pas montré, mais quand on passe ici dans le tableau, en fonction de la ligne du mode propre que vous sélectionnez, vous avez aussi l'affichage du mode sur le modèle global qui s'affiche. OK, donc là on retrouve nos 12 modes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les masses modales effectives. Ici, on voit qu'on a plus de 90%, on est à 96% sur X, 97% sur Y. Donc là, ce sera bon pour notre analyse spectrale multimodale. Et donc là, on va pouvoir poursuivre vers justement l'analyse spectrale multimodale. Donc à présent, on va avoir besoin d'activer le module d'analyse de spectre de réponse pour pouvoir définir le spectre et poursuivre et créer notre action sismique. Donc voilà à ce niveau-là. Et puis, on va pouvoir venir donc
revenir dans la partie module. Alors, bien évidemment, ici, on vous montre comment venir les activer. Si vous savez déjà que vous avez besoin d'activer certains modules, vous pouvez directement les activer dès le début. Donc j'active bien mon analyse spectre de réponse, je revérifie ma norme, donc je suis bien avec l'Eurocode et l'annexe de la France. OK. Et à présent, on a des nouvelles rubriques qui sont disponibles. La partie paramètres d'analyse du spectre ici. Et puis, on va aussi avoir une partie charge dynamique disponible où on pourra venir définir ici, où on va retrouver les réglages de spectre de réponse ou bien d'accélérogramme. À savoir qu'on peut, au niveau de RFM6, avec le module d'analyse de spectre de réponse, faire une analyse soit sur la base d'un spectre de réponse directement, soit sur la base d'accélérogrammes. Et donc, on va utiliser les accélérogrammes pour la définition du spectre. Donc, ici, on a besoin de créer notre analyse spectrale. Donc, on va venir créer un nouveau cas et on va préciser qu'on est maintenant sur une analyse de spectre de réponse. Et maintenant, on retrouve les paramètres spécifiques à l'analyse du spectre de réponse. Donc ici, notamment, on va avoir la possibilité de régler les paramètres. On va pouvoir notamment venir préciser ici au niveau des méthodes de combinaison des réponses modales, préciser si on est sur la méthode SRSSS ou la méthode CQC ou avec une méthode de combinaison avec une somme absolue. Où là, on peut choisir celle qui nous intéressera en fonction des modes. Ici, si on active la méthode CQC, on va avoir également la possibilité de définir un amortissement, donc soit qui sera commun à chaque mode, ou soit spécifique en fonction des modes. Ou bien après, ici, on peut rester sur la méthode SRSS. OK. Ici, on retrouve, comme ce que l'on avait sur RFM5, la possibilité de prendre et d'activer, par exemple, d'utiliser la combinaison linéaire équivalente. Et aussi la possibilité d'enregistrer tous les résultats au niveau des différents modes. Donc là, en activant cette option, on va pouvoir sauvegarder les résultats pour chaque mode. Donc, quand vous faites l'analyse spectrale multimodale, vous avez les résultats sur chaque mode et les directions X, Y. Vous avez ensuite les résultats totaux dans la direction X, Y, et puis après, on va avoir la partie combinaison des composantes de direction. Et donc là, on va pouvoir partir sur les sommes de Newmark, dites de Newmark, et donc passer avec les combinaisons 100%, 30% à ce niveau-là. OK. OK. Donc là, ici, on a réglé les paramètres pour notre analyse spectrale. Ici, on va pouvoir préciser si on avait plusieurs analyses modales, plusieurs cas de charge d'analyse modale, on va pouvoir préciser le cas de charge qui nous intéresse. Donc ici, alors ouais, il me manque des données, donc on reviendra après à ce niveau-là. Ensuite, on a la possibilité aussi de prendre en compte la torsion accidentelle. Donc là, vous pouvez, si besoin, l'activer. Automatiquement, on reprend les données ici avec EX et Y avec des valeurs d'excentrement de 5%. Ici, qui correspondent aux valeurs par défaut de l'Eurocode 8. On vous laisse la main pour pouvoir les modifier si besoin. Et ici, on a automatiquement les dimensions du bâtiment en largeur, longueur qui sont calculées. Vous pouvez également les prendre, les définir manuellement ou les laisser en automatique. Donc là, il regarde les dimensions hors tout de notre modèle. Ici, on ne va pas les considérer et on va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la définition du spectre de réponse. Donc ici, on va pouvoir activer les directions qui nous intéressent. Alors là, dans notre cas d'étude, on va rester pour l'exemple sur X et Y au niveau des spectres, avec uniquement des spectres horizontaux. Dans certaines situations, notamment en fonction de la valeur de l'accélération, vous aurez la nécessité de faire des analyses aussi avec un spectre de réponse verticale. Dans ce cas-là, vous pourrez venir activer la direction Z. Donc ça va dépendre de l'accélération et aussi de la configuration du bâtiment, notamment au niveau des longueurs de portée ou des porte-à-faux au niveau des structures. Donc des cas spécifiques qui sont référencés dans l'Eurocode 8.
Ici, donc, on a sélectionné un spectre ici pour la direction X et Y. Et maintenant, on va pouvoir venir régler, définir ce spectre-là. Donc, je vais aller venir modifier le spectre de réponse. Et ici, on retrouve la possibilité de définir notre spectre. Donc, on a la possibilité de définir le spectre de 4 façons, soit directement défini par l'utilisateur, une autre variante ici où vous appliquez des coefficients. Donc, lorsque vous faites défini par l'utilisateur, vous avez directement des tableaux à renseigner. Vous pouvez aussi récupérer les tableaux si vous avez déjà des tableaux Excel, par exemple. Vous pouvez les récupérer et les réimporter dans l'interface de RFEM. Vous avez également la possibilité de passer par des spectres générés sur la base d'un accélérogramme. Donc là, vous définirez un spectre à partir d'un accélérogramme dans la direction X, Y, et puis, si besoin, direction Z. Et à ce niveau-là, vous pouvez donc, on va faire par exemple définir un nouvel accélérogramme. Et là, au niveau des accélérogrammes, vous avez soit la possibilité de le définir manuellement. Donc là, notamment si vous avez déjà des données d'accélérogramme, vous pouvez toutes les renseigner directement ici, ou les importer via Excel. Ou bien vous pouvez vous baser sur des accélérogrammes de notre bibliothèque, donc, qui regroupe ici plusieurs séismes de référence. Et donc là, vous pouvez venir sélectionner, je sais pas, je vais prendre par exemple Australie, je prends au hasard. Ici, vous retrouvez l'accélérogramme pour la direction X, les relevés sur la direction Y et Z, et vous pourrez utiliser les accélérogrammes dont vous avez besoin pour créer vos spectres. OK. Donc nous ici, on va pas se baser sur un accélérogramme, on va venir définir un spectre selon la norme, donc la 4e option, selon la norme Eurocode 8 et l'annexe nationale de la France. Donc également, cette partie-là va varier au niveau des réglages du spectre en fonction de l'annexe que vous sélectionnez. Ici, donc, on retrouve la possibilité de définir un spectre soit de calcul ou un spectre élastique. Là où ça va changer, c'est notamment avec le spectre de calcul, vous avez la possibilité de prendre en compte notamment le coefficient de comportement Q. Ici, on va pouvoir choisir si on est sur un spectre horizontal ou vertical. La norme montre au niveau des formules qu'on a des réglages différents, des formules différentes en fonction du type de spectre. Et ici, on va pouvoir ensuite régler directement les paramètres de notre situation de projet. Notamment ici, si jamais vous souhaitez, vous avez besoin de prendre en compte un spectre dans la direction verticale, vous pourrez très bien faire directement une copie du spectre réglé ici, directement faire une copie et juste changer le paramètre ici en vertical et ça rajustera automatiquement le spectre. OK, donc là je reste sur horizontal. Je vais prendre un type de sol de catégorie ici D. Au niveau de la zone sismique, je vais me mettre en zone moyenne. Et puis ensuite, donc là j'ai automatiquement l'accélération de référence qui est donnée. Et puis ici, au niveau de la classe d'importance pour le bâtiment, je vais rester en classe d'importance 2 à ce niveau-là. Le facteur ici Q, le comportement, je vais le laisser à 1,5 comme par défaut. Et puis ici, on retrouve les valeurs calculées pour définir notre spectre. OK. On va retrouver aussi les valeurs du spectre directement qui sont toutes regroupées dans le tableau. Donc ça aussi, si besoin, on pourra exporter ces données-là vers Excel euh, pour, euh, pour de la documentation ou pour un post-traitement si besoin à ce niveau-là. OK. Donc là, ici, on vient de créer notre spectre. Il est également référencé et mis à jour ici dans le navigateur, le SR1. Et on peut passer à la suite. Donc là, notamment à la sélection des modes. Donc là, on peut voir que tous nos modes sont sélectionnés, qu'on a donc plus de 90% des masses qui sont prises en compte. Ici, nous, on va réduire, on va s'intéresser uniquement aux modes qui nous permettent qui regroupent plus de 5% des masses. Donc là, ici, on va pouvoir appliquer un tri. Et donc là, on descend un peu au niveau des masses mobilisées, on passe à 91, 92, ici 93 si on arrondit au-dessus. Et on voit que sur les 12 modes, on conserve que 7 modes pour le calcul.
OK. Donc là, notre cas de charge CC9 est créé. Il est fini à ce niveau-là. Et on va juste pouvoir vérifier ici. Donc on est bien sur notre combinaison. Et on va pouvoir donc poursuivre en lançant le calcul sur notre analyse spectrale à ce niveau-là. OK. Oui. Alors juste revenir. Alors, j'ai changé des choses. Alors, je vais revenir ici. Comme j'ai rajouté un cas de charge, je vérifie que ma combinaison soit bien générée. Je reviens juste, hop, changer ça. Ici, tout est bon. Et on va pouvoir lancer le calcul sur notre CC9. Donc ici, il relance l'analyse modale, vu que j'ai remis à jour ma combinaison, comme j'ai rajouté un cas de charge. Et là, ici, on peut voir qu'on a notre CC9 qui est décomposé en plusieurs lignes de calcul. Donc là, on pourra voir qu'on aura les différentes lignes de calcul qui vont être lancées au calcul en simultané. Donc là, on va diffuser la charge de calcul au niveau des cœurs du processeur. Et donc là, toute cette partie de calcul correspond en fait à la décomposition de l'analyse spectrale multimodale avec les calculs des résultats sur chaque mode, dans chaque direction. Donc là, on a 7 modes qui sont calculés. On va avoir les résultats pour ces 7 modes dans les deux directions, X, Y. Ensuite, on va retrouver aussi la somme sur la direction X, Y. Puis après, la somme de Newmark, 100%, 30%, qui sera disponible. Et ensuite, on va aussi retrouver donc le résultat, le résumé avec l'enveloppe globale de notre analyse spectrale multimodale. OK. Et donc notre CC9 va représenter ensuite notre action sismique qui pourra être utilisée dans notre combinaison sismique pour notre étude, pour la suite de notre étude. OK. Donc ici, j'ai les résultats de l'analyse de spectre qui est disponible. Donc là, ici, on peut voir ce que l'on affiche, c'est l'enveloppe des sommes pondérées. Donc c'est l'enveloppe des 100%, 30% ici des deux. Je peux visualiser si je souhaite juste la 100% X, 30% Y. Donc là, je vais pouvoir visualiser directement les résultats. Ici, on va aussi pouvoir, si besoin, regarder sur X, Y ou sur les modes individuels. Donc on pourra aussi consulter les différents résultats si besoin. À ce niveau-là, toutes les données de résultats de ces différents modes sont également disponibles dans les tableaux. Donc ici, je vais retrouver par exemple au niveau des nœuds les déplacements, les déformations au niveau de chaque nœud, donc les déplacements au niveau de chaque nœud. Je vais retrouver aussi les forces d'appui, les accélérations et vitesses au niveau des différents nœuds. Je vais également retrouver les informations sur les résultats au niveau des barres. Donc tout ce qui est déformation ou effort interne dans les barres, on va pouvoir les consulter dans les tableaux et également graphiquement dans le modèle directement. Même chose au niveau des résultats, au niveau des surfaces, on pourra visualiser ces données-là au niveau du modèle. Donc là, on peut afficher. Alors ici, on peut voir par exemple les graphes au niveau des barres. Hop, alors je vais masquer le maillage. Ici. Ici, je peux jouer aussi sur l'affichage des graphes avec l'échelle. Et puis, je peux afficher peut-être les valeurs à ce niveau-là. Ici. Bon, voilà, à ce niveau-là, on pourra consulter aussi les résultats directement graphiquement ou dans les tableaux, que ce soit pour les barres, les surfaces, ou bien encore les déplacements, les déformations, les réactions d'appui. Tout ça, vous pourrez les récupérer. OK. Ensuite, on va pouvoir ici
créer, donc on a notre action sismique qui est en fait représentée par l'enveloppe des sommes pondérées ici. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir faire notre combinaison pour l'analyse sismique. Alors précédemment, sur RFM5, on était obligé de créer soi-même une combinaison de résultats pour pouvoir créer cette combinaison sismique. À présent, dans RFM6, on pourra directement venir créer la combinaison sismique. Donc là, pour cela, on va pouvoir créer une nouvelle situation de projet. Et ici, on va venir éditer, par exemple, une situation ELU sismique, ici. Ici, je vais spécifier qu'on est sur une combinaison de résultats. Et ici, on va retrouver la combinaison de résultats dans laquelle donc on retrouve nos cas de charge et notre cas de charge CC9 qui correspond à notre action sismique à ce niveau-là. Et ici, on a la possibilité de préciser, donc là, nous, on va rester avec l'enveloppe des sommes pondérées, mais si on souhaitait faire une action sismique qui correspond que à 100% X et 30% Y, on pourrait très bien choisir l'une ou l'autre, ou bien dans d'autres cas, si on a besoin de prendre d'autres données, on peut très bien choisir ce qu'on souhaite. Donc cette option-là, ici, de choix, ici, elle est possible grâce à une option activée au niveau des combinaisons de résultats. Donc je peux retourner dans les bases des cas de charge et combinaisons. Et ici, dans la partie combinaison de résultats, on a activé l'option résultats secondaires, en fait, qui va permettre d'afficher tous les résultats intermédiaires ici de notre action sismique. Donc, ce qui nous permet ici de pouvoir après opter ou choisir ici les résultats intermédiaires qu'on pourra sélectionner. OK, donc voilà à ce niveau-là. Donc là, ici, maintenant, on a notre combinaison sismique qui pourra être ensuite utilisée pour les vérifications, béton, acier ou bois ou autre, à ce niveau-là. Donc à présent, maintenant, comment on va pouvoir faire des vérifications avec cette combinaison? Donc pour cela, je vais faire un petit exemple. On va venir activer un module de vérification. Par exemple, ici, on va venir activer le module béton pour la partie vérification du béton. Je vais retourner dans les données de base, dans le module, et je vais venir activer vérification du béton. OK? Donc, je ne vous ai pas remontré, mais vous avez dans la partie norme, après, la possibilité de sélectionner la norme qui vous intéresse pour les vérifications B2, béton. Donc, notamment, vous retrouverez l'Eurocode 2 et d'autres normes internationales également disponibles. Donc ici, on a activé le module. On retrouve notamment les paramètres spécifiques, par exemple pour la vérification du béton. Là, on ne va pas trop s'attarder sur ça. Là, on va juste vous montrer comment pouvoir activer du coup la vérification du béton sur notre combinaison sismique. Donc pour ça, je retourne dans les cas de charge et les combinaisons. Et au niveau des situations de projet, ici, on a notre combinaison sismique ici, ELU sismique. Et ici, il suffira de venir activer l'option vérification du béton. Donc, par défaut, elle sera activée, mais vous pouvez très bien la désactiver ou l'activer ici. Et si vous avez plusieurs vérifications, vous pourrez cocher les vérifications que vous souhaitez effectuer sur la base de cette combinaison sismique. Donc voilà à ce niveau-là. Et donc là, on pourra utiliser les résultats de notre combinaison sismique pour le contrôle du béton. OK. Donc on a vu tous les points sur l'analyse sismique à ce niveau-là. Ce que l'on souhaite vous montrer, c'est pour l'analyse sismique, on aura besoin de faire des contrôles, notamment sur les déplacements entre étages, des contrôles également. Souvent, on a besoin de contrôler les efforts qu'on a au niveau de chaque étage et éventuellement les efforts tranchants au niveau de chaque voile. Donc là-dessus, on a une fonction qui va pouvoir être intéressante, qui va permettre de gagner du temps et qui va éviter de faire du post-traitement des données. Ce sera de passer par le module modèle de bâtiment. Donc, on va pouvoir aller dans le module. Donc, je reviens dans la partie données de modèle, données de base, et je viens activer le module
modèle de bâtiment ici, ce qui va me permettre de prendre en compte maintenant des notions d'étage dans mon modèle. Ok, au passage, la partie module béton, je peux venir la désactiver puisque j'en ai pas l'utilité pour la suite. Ok, ok. À présent, j'ai une nouvelle rubrique ici dans la partie navigateur, ici dans la rubrique données du navigateur. J'ai une nouvelle référence qui correspond à la partie modèle de bâtiment. Et ici, on va pouvoir venir créer les étages. Donc, je vais créer un nouvel étage. Et à ce niveau-là, on va pouvoir préciser, par exemple, là, on peut définir le rez-de-chaussée. Donc, je vais pouvoir, alors par exemple, je vais le nommer rez-de-chaussée. Et ici, je vais pouvoir préciser le point inférieur et le point supérieur. Alors, le point inférieur est toujours à 0 ici pour mon modèle. Donc ça ne va pas changer. Et ici, je peux sélectionner le point, un point de la dalle ici, du R+1, pour délimiter la hauteur de mon rez-de-chaussée. Donc là, je vois que c'est 4 mètres. Je peux aussi modifier ici. On retrouve des paramètres de réglage spécifiques. Alors aussi, vous pouvez venir afficher en dynamique ce que vous allez faire. Là, ici, par exemple, vous pouvez, alors si je fais appliquer, alors oui, ici, vous retrouvez donc des options et vous pouvez visualiser directement ce que vous réglez. Donc là, on retrouve notre étage, rez-de-chaussée. Et là, on a différents réglages possibles. Ici, on peut, par exemple, régler si on est fixe en haut ou en bas. Donc ça va être notamment si je souhaite modifier la hauteur de mon étage. Par exemple, là, initialement, dans le modèle, je l'ai modifié à 4 mètres de haut. Si je souhaite passer à 5 mètres, ici, je peux directement corriger la hauteur et automatiquement, ça va me corriger ensuite mon modèle avec cette notion d'étage. Tous les éléments seront regroupés dans un étage et automatiquement, on pourra venir modifier la hauteur des différents niveaux. Ok, donc là, je remets à 4 mètres comme c'était. Ici, je vais pouvoir aussi considérer que au niveau de ma dalle ici, tous les points sont intégrés dans un diaphragme rigide et qu'on a du coup un diaphragme rigide à ce niveau-là. Ou bien je peux ne pas le prendre en compte infiniment rigide. Dans ce cas-là, je peux le désactiver. Ok. Je peux venir ajouter les étages supplémentaires. Donc au total, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5 étages à définir. Et ici, donc je peux rajouter un étage supplémentaire. Je vais juste corriger la hauteur ici. Donc je vais remesurer. Et donc on est à ce niveau-là. Donc là, il détecte que mon delta Z ici de hauteur d'étage est de 3,6 mètres. Et à présent, je peux venir créer les étages suivants à ce niveau-là. Donc là, maintenant, j'ai mes 5 étages. Je pourrais les renommer ici également. Et je peux valider. Ici, je retrouve aussi des résumés par rapport à ce qui est regroupé dans chaque étage. Et je retrouve aussi, du coup, la masse des différents éléments de chaque étage qui sont détaillés à ce niveau-là. OK. Et ici, donc, à ce niveau-là, donc je revois ici la modélisation de mes étages. Et je peux retourner maintenant dans la partie, hop, par exemple du cas de charge CC9. Alors normalement je vais les résultats, je vais juste vérifier que j'ai rien changé. Ouais, c'est bon. Alors du coup, comme j'ai fait des modifs, j'ai écrasé les résultats, mais c'est pas grave. Je vais relancer le calcul sur mon CC9. Et du coup, là, on va pouvoir voir que au niveau des, avec le module modèle de bâtiment, on va retrouver des informations sur les résultats au niveau de chaque étage, notamment les déplacements entre étages, les centres de masse. Et on va également retrouver tout ce qui est les efforts tranchants au niveau de nos voiles. Donc, on va retrouver différentes informations à ce niveau-là. Donc là, j'ai mon analyse modale et hop, je relance le calcul sur les cas de charge. Et l'autre avantage aussi du module modèle de bâtiment, c'est que du coup, on peut rapidement régler la hauteur
de chaque niveau. Donc on peut tout de suite corriger si on commence avec une première hypothèse d'auteur au niveau des étages. On va pouvoir rapidement réajuster ce paramètre-là pour le modèle. OK. Donc les 3 derniers cas à calculer. Et donc au niveau des résultats, on va maintenant avoir donc dans les tableaux la possibilité de visualiser les résultats par étage. Je vais pouvoir afficher donc les résultats de l'analyse spectrale. Et ici, je retrouve maintenant l'affichage des résultats par étage. Et donc ici, on retrouve un résumé des actions au niveau de chaque étage, dans les directions des axes principaux, X, Y. On retrouve également les déplacements entre étages, donc dans chaque direction, qui sont résumés ici, avec les deltas, donc les déplacements entre chaque étage. On trouve les centres de masse et de rigidité, et également les efforts dans chaque voile de cisaillement, qui sont répertoriés ici. Donc également, avec l'option du module modèle de bâtiment, on va aussi avoir des coupes qui sont créées à chaque niveau de plancher. Et donc aussi, on va pouvoir récupérer, ce qui va permettre de récupérer justement ces résultats au niveau de chaque élément de voile du modèle. OK. Et donc voilà à ce niveau-là ce qu'on pouvait vous montrer sur l'analyse modale, l'analyse sismique. On va pouvoir à présent passer sur la partie rapport d'impression au niveau du modèle. Et puis, donc voir l'affichage à ce niveau-là. Alors là, j'ai la sortie des efforts tranchants qui est en train de se documenter et de se générer dans le tableau. Voilà. Donc là, je retrouve tous les efforts tranchants dans chaque paroi, dans chaque voile, ici. Et on va pouvoir maintenant passer sur la partie rapport d'impression. Et donc pour ça, on va pouvoir aller dans la partie rapport d'impression. Et ici, donc on va créer un nouveau rapport d'impression. Et du coup, à ce niveau-là, on pourra donc choisir ce que l'on souhaite indiquer dans les différentes rubriques. Alors pour alléger un peu la documentation, parce qu'il n'y aura pas forcément besoin de tout, je peux filtrer donc ce que je souhaite. Notamment sur les résultats, on n'a peut-être pas besoin de tout documenter là, puisque c'est pour juste un petit exemple. Les objets de base, on peut les garder. On va juste passer au niveau des résultats. Modèle de bâtiment, ça, on va le garder. On va aussi garder les réglages au niveau de l'analyse dynamique. Les résultats de l'analyse modale, donc on va les conserver. Tout ce qui est analyse spectrale, on va le conserver également. On va juste peut-être limiter un peu l'affichage avec tout ce qui est effort interne dans les sections, dans les barres, on va les désactiver. Et puis également les efforts dans les parois de cisaillement, pas forcément nécessaires ici. OK, à ce niveau-là. Et ce sera tout à ce niveau-là. OK, donc je peux enregistrer et puis demander à afficher. Donc là-dessus, comme sur RFM5, vous avez la possibilité de choisir les rubriques que vous souhaitez documenter dans le rapport. Vous pouvez voir qu'on a aussi changé un peu l'interface de cette partie-là. Vous pouvez aussi renommer, copier des rubriques si besoin. Alors, le rapport s'ouvre sur mon deuxième écran. Et la nouveauté sur RFM6, c'est que vous pouvez travailler sur la partie rapport d'impression en même temps que sur la partie RFM6, donc la partie logicielle. Donc là-dessus, vous pouvez alterner entre les deux fenêtres. Donc, vous pouvez très bien avoir sur une page la partie rapport d'impression, sur une seconde page avoir la partie RFM6 pour pouvoir jouer ou travailler sur la partie modélisation. Donc on peut jouer sur l'affichage des deux écrans en simultané. Ok, donc là on peut passer sur les différents affichages des données dans le rapport d'impression.
Notamment ici, alors on va pouvoir aller plutôt dans la partie charge dynamique. Donc là, on retrouve par exemple le spectre de réponse que l'on a défini. On retrouve les réglages du spectre ici. La partie modèle de bâtiment avec le référencement des différents étages qui ont été définis. Et puis après, on retrouve là les fréquences propres de notre analyse modale et le résumé de l'analyse spectrale, ainsi que après, on pourra voir aussi les résultats au niveau des réactions d'appui et également les déplacements entre étages ici qui sont disponibles. Donc là, on retrouvera les différentes informations directement dans le rapport. Donc on peut voir ici que le rapport aussi, on a retravaillé le rapport avec de la couleur, on a modernisé l'interface à ce niveau-là pour le rapport. Vous pouvez rajouter des images, également des documents qui seront pas liés à RFM, donc des pages de PDF, par exemple de doc technique ou de normes, directement dans l'interface. Et donc là, on retrouve vous avez possibilité de tout personnaliser au niveau du rapport d'impression. Également, vous pouvez modifier la langue. Donc là, par défaut, vous êtes sur, j'ai une interface en français, donc j'ai sorti un rapport en français. Mais vous pouvez également venir modifier et changer les paramètres de la langue pour éditer le rapport dans une autre langue si besoin. Et pour finir, vous pourrez éditer le rapport au format PDF. Donc là, j'ai le rapport. Là, je peux passer sur RFM, venir manipuler le logiciel et puis revenir sur le rapport et faire continuer ma rédaction du rapport. Donc là-dessus, c'est aussi une des grandes nouveautés sur RFM6, la possibilité de jongler entre les deux fenêtres à ce niveau-là. OK. Et donc, pour ce webinaire, ce sera tout à ce niveau-là. Je peux pas passer justement toujours en lien avec la partie sismique. Si jamais vous avez des questions sur, j'ai une adresse, mais je ne sais pas dans quelle zone je me trouve spécifiquement. On a sur notre site internet, vous pouvez vous rendre sur notre site où vous pouvez utiliser donc ici nos outils en ligne. Donc ici, vous avez dans la rubrique solutions, les services en ligne, vous retrouvez ici la partie zone de neige, de vent et de sismicité, ce qui vous permet ici d'accéder à notre carte. Vous retrouvez les informations pour la neige, le vent et la zone de sismicité. Donc vous pouvez renseigner l'adresse que vous souhaitez. Je mets Lyon. Ici tout de suite, j'ai les informations pour la zone de neige, de vent. Et puis, je retrouve aussi la zone de sismicité, notamment ici, si on est un peu loin, on est entre deux zones. Bon, si on zoome, on pourra voir qu'on est en zone 2. Et tout de suite, j'ai l'information sur l'accélération de référence ici de 0 mètres par seconde carré pour cette adresse-là. Donc également, vous avez cet outil-là qui est disponible sur notre site internet. Donc voilà à ce niveau-là. Donc ce sera tout pour cette présentation, pour ce webinaire. OK. Vous retrouverez sur notre site internet donc voilà, les outils que je vous ai indiqués, GeoZone Tool pour tout ce qui est information sur zone de neige, zone de vent et zone de sismicité. Vous avez également accès sur notre site à des propriétés de section, donc vous retrouverez les propriétés de différentes sections si besoin. Des points importants, je vous invite à consulter notre site au niveau de la partie FAQ et base de connaissances où vous retrouverez une bibliothèque et une liste d'articles assez conséquente avec différentes thématiques abordées qui pourront peut-être répondre à certaines des questions que vous pouvez vous poser ou vous débloquer sur certains points. Vous avez également la partie modèle à télécharger qui est disponible sur notre site où vous retrouverez notamment le modèle que l'on a vu aujourd'hui disponible en téléchargement. Je vous invite également à consulter nos chaînes YouTube où vous retrouverez aussi donc des vidéos tutoriels, des vidéos d'information et également nos webinaires. Vous pouvez également passer par la boutique en ligne si vous avez besoin. Et si ce n'est pas déjà fait, si vous n'êtes pas encore client, si vous souhaitez essayer le logiciel, vous pouvez télécharger une version d'essai de 90 jours directement sur notre site internet.
Je vous invite également à vous inscrire à notre newsletter, ce qui vous permettra d'être tenu informé de nos événements. Donc, pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le site et sur la page principale, vous pouvez directement vous inscrire à notre newsletter, renseigner votre adresse. Comme ça, vous pourrez être tenu informé de nos prochains webinaires et de nos prochains événements, sachant que les salons vont reprendre. Donc là, on aura des salons qui vont arriver prochainement. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter par téléphone, au numéro indiqué ici, ou bien directement nous les envoyer par mail à info@delubal.fr. Je vous remercie pour votre attention, pour votre participation, et je vous dis à bientôt.